Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans un hors-série de 28 minutes avec en fil rouge un grand témoin international. Et ce soir, c'est le photoreporter et philanthrope Reza Dagati, dit Reza. Certaines de ces photos ont fait le tour du monde et vous les connaissez. Par exemple, celle du commandant afghan, le lion du Panchir, Massoud, avec un doux sourire, une photo prise en 2001, juste avant son assassinat. Photographe de paix en zone de guerre, ce Français d'origine iranienne publie un très beau livre, L'œil de Reza. Avec lui, nous évoquerons plusieurs dossiers d'actualité. Le premier consacré à l'Iran qui viole tous ses engagements au titre de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 en annonçant reprendre l'enrichissement de l'uranium à 20%. Nous sommes dorénavant en mesure de produire environ 8 à 9 kg d'uranium enrichi à 20% chaque mois. Est-ce une façon pour la République islamique de mettre la pression sur le futur président des États-Unis, Joe Biden, avant de négocier ou de renégocier? Autre dossier majeur, la course de vitesse entre tous les pays pour la vaccination. Vacciner le plus vite sa population contre le Covid garantit-il un retour rapide à la croissance économique et offrira-t-il un avantage géopolitique? En fin d'émission, nous retrouverons, je me répète, messieurs Mauduit et Saltiel. Bonsoir. Quel est votre programme en ce mercredi? Après des années de tension, l'Arabie Saoudite et le Qatar semblent se réconcilier. La preuve, l'espace aérien saoudien vient de s'ouvrir de nouveau. Eh bien écoutez, cette bonne nouvelle nous pousse à regarder vers le ciel de l'Arabie. Qui voyons-nous? Nous y voyons la belle histoire de l'astronomie arabe. Ah oui. Et vous, François? Mais où est-il? Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba, le géant du e-commerce chinois. On tentera tout à l'heure de percer cette énigme du mystère de Pékin. À tout à l'heure, camarades. Bonsoir Nadia Dam. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Anne-Rose Enchère, directrice déléguée de la rédaction de l'hebdomadaire, comme on dit, l'Express. Mais oui, merci. C'est bien ça, mais je vous en Bonsoir, prie. Elisabeth. Bonsoir Reza. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous recevoir. On vous reçoit à plusieurs titres. D'abord à l'occasion, mais ça c'était il y a quelques semaines déjà, de l'apparition de ces leçons de photographie, L'œil de Reza, paru aux éditions Duno, puis aussi parce que vous êtes arrivé hier soir de Bakou et avant cela vous étiez en Azerbaïdjan. Et puis on vous reçoit parce qu'on vous aime et je suis interloquée par la présence sur cette table d'un appareil photographique. En même temps, vous êtes photographe. Jamais vous ne vous séparez depuis que vous faites des photos, c'est-à-dire depuis 50 ans, je crois, de cet appareil. Depuis 50 ans. Votre première photo, c'était à 13 ans, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est à 13 ans. Vous vous souvenez de votre première photo? J'ai vu un oiseau sur une branche. Et c'était, moi, j'étais toujours fasciné par les oiseaux. Et c'était ma première photo que je devais faire. Mais comme c'était un peu difficile, le temps, et je ne vous cache pas, que je déclenche, l'oiseau était parti. La branche était belle. La branche, voilà, j'ai eu la branche. C'est une belle leçon d'humilité. D'ailleurs, vous en parlez de l'humilité. Reza, on reparle avec vous, mais d'abord votre portrait réalisé par Amira Swilem. Regardez. Jamais sans son appareil photo. Plus qu'un outil, il est pour Reza un prolongement de lui-même. Un organe vital, externe. Vous êtes venu avec votre appareil photo. Pourquoi? Il est toujours avec vous? Depuis 50 et quelques années que je fais la photo, j'ai jamais quitté mon appareil. Un demi-siècle de photos, plus d'1 million de clichés. Le déclic, Reza l'a en 1979, année de la révolution islamique. Jeune architecte, il voit alors son destin basculer, en même temps que celui de son pays. C'est vraiment un bouleversement total, ce que nous avons vécu. Ça nous a emmenés à être témoins, essayer de, quelque part, de photographier pour qu'il en reste quelque chose. Et on s'est trouvé complètement au cœur de l'histoire pendant toute cette période de la Révolution. Lui qui a connu la torture dans les geôles du Shah, sent que cette fois la vie ne lui laissera pas de seconde chance. Le choix est binaire, il faut partir ou mourir, dit-il. Reza quitte Téhéran, il ne reverra plus jamais ni son père, ni sa mère. Les tourments de l'exil, il en fait une force. Son pays ne veut plus de lui, Reza décrète alors que le reste du monde lui appartient. Du Brésil à l'Afghanistan en passant par les camps de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient, il aiguise son regard, en fait un étendard.
Son objectif, sublime les petits de ce monde et rabroue ceux qui se sont crus grands. Je vais dans les zones de guerre pour montrer d'une part l'atrocité de la guerre, certes, mais aussi de beauté de tous ces hommes et de ces femmes et ces enfants. C'est en montrant la beauté des gens, en montrant la beauté d'une culture qu'on peut créer empathie. Amoureux transi de notre pays, Reza y a fait son nid. Quand il n'est pas à Paris, le voyageur infatigable qu'il est continue de sillonner la planète pour partager avec les enfants du monde son amour de la photo. À 68 ans, sa passion n'a décidément pas pris une ride. Reza avec nous. Reza, vous avez appris à parler le français en prison quand vous avez été dans les geôles du Shah? Exact. Oui, pendant 3 ans, j'étais en prison du Shah d'Iran, plusieurs mois, les 5 premiers mois, dans une petite cellule torturée. Et c'est parce que j'avais fait des photos qui ne leur convenaient pas, qui n'aimaient pas du tout mes photographies. En 81, vous êtes arrivé en France, vous avez depuis la nationalité française. Pourquoi avez-vous choisi la France? Parce que c'était le pays de Victor Hugo qui a écrit Les Misérables. Qu'est-ce qui vous a amené ici, dans notre pays? Je crois que la question, c'est plutôt... il n'y a pas d'autre pays comme la France que je pourrais choisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je crois que depuis que je pars le monde, plus de centaines de pays, 100 pays, oui. Chaque fois, je pense que j'ai fait le bon choix de choisir ici, parce que, quelque part, ce qui m'importe, certes, c'est toutes les Victor Hugo et les Balzac et Rimbaud, mais c'est qu'il y a ce qu'on appelle le pays du droit de l'homme. Et ça, c'est très cher pour moi. Le droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Expression et tout ça. Ouais. Dans votre livre, L'œil de Reza, que voici, on retrouve un tropisme visuel. Vous aimez photographier les regards, les mains et les pieds. Il y a le pied d'une paysanne indienne, il y a la main d'une combattante kurde, il y a beaucoup de regards, à commencer par ce petit enfant afghan qui voulait faire de ce petit arbrisseau un arbre. Pourquoi l'œil, la main, le pied? Ça, ce sont les essentiels d'un corps, enfin. Et les yeux, quelque part, sont les fenêtres vers l'âme, les fenêtres de l'âme. Et c'est à partir de ce regard, ce que moi j'essaye toujours d'arriver, c'est de me disparaître entre la photographie et la personne qu'on regarde. Vous êtes un médium? Oui, je veux disparaître même comme médium. Je veux juste faire que la personne qui regarde ma photographie, il a l'impression qu'il est devant cette personne. Mais pour arriver à ça, pour que la personne que je photographie, il ouvre son âme, c'est un peu comme vous n'ouvrez pas votre fenêtre à un étranger qui frappe à la... Il faut beaucoup de choses. Et c'est ça, tout ce que je mets en exerce pendant ces relations avec les gens, parce que tout ça, ça n'est que l'histoire d'une rencontre. Votre expérience a fabriqué votre empathie. Absolument. C'est ça. Et l'empathie, c'est devenu un mot-clé pour moi. Vous revenez d'Azerbaïdjan. Vous avez été témoin de ce conflit entre les Azéris et les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Vous avez vu ces villages fantômes, ces villages brûlés, abandonnés? Oui, absolument. C'est un conflit que j'ai commencé à couvrir en 92, la première guerre, après la deuxième guerre mondiale, la deuxième guerre de Karabakh quelque part. Et en me concentrant sur 2 choses. Une, c'est les civils qui souffrent, comme je fais beaucoup dans tous les autres pays, dans toutes les guerres. Je m'intéresse beaucoup aux civils qui souffrent, parce que dans toutes les guerres, et vous savez que j'en ai vu dans ces 40 dernières années, presque toutes les guerres, ceux qui souffrent en réalité, d'un côté ou l'autre, c'est des femmes et des enfants en première. C'est ça qui est incroyable. Ce sont les vraies victimes de toutes les guerres. Donc, je me suis concentré dans cette guerre sur les victimes azerbaïdjanais qui étaient bombardées, en utilisation des bombes qui sont interdites par les conventions de Genève ou autres. Donc, je me suis concentré sur ça. Ensuite, quand ces territoires étaient libérés, c'est là où c'est un travail que je mène depuis presque 2 mois et demi maintenant. C'est des villes et villages complètement détruits. J'ai jamais vu dans aucune guerre comme ça, à ces points-là. Il y a une ville que même, voilà, c'est ce qu'on montre, que j'ai nommé le Hiroshima de Caucase, parce que, imaginez une ville entière,
complètement rasée. Et délibérément, c'est pas par la guerre, c'est pas par les bombardements, c'est vraiment un travail systématique de détruire village par village, maison par maison, cimetière par cimetière, tout. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans aucune guerre. Alors, on va évoquer la guerre des images avec vous et avec Nadia. Oui, parce qu'un accord de cessez-le-feu, vous le disiez, a été signé il y a 2 mois. Les combats ont cessé, mais la haine et la rancœur persistent, notamment à cause de ce qui est en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Il y a ces vidéos et ces photos qui circulent, azéris et arméniens, sur les réseaux sociaux, azéris et arméniens, notamment sur l'application Telegram. On y voit, on ne va pas les montrer évidemment ces images, mais on y voit des actes de barbarie qui sont commis par des soldats azéris sur des prisonniers de guerre arméniens, des coups, des humiliations, des mutilations de cadavres, des décapitations. Les autorités azéries ont d'abord nié, puis elles ont arrêté certains hommes qu'on voit sur ces images parce qu'ils ne cachaient même pas leur visage. Je précise qu'il existe également des vidéos de sévices commis par des Arméniens. Elles sont moins nombreuses, mais elles sont tout aussi violentes. On observe ce qui est en train de se passer là-bas sur ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est une nouvelle manière de se faire la guerre, c'est-à-dire l'humiliation, la terreur, mais en photo et en vidéo, une fois que les combats ont cessé? On envoie des vidéos aux familles. Je vous dis une chose, c'est que quand on parle de guerre de l'image, vous avez raison, c'est la guerre de l'image. Sauf que vous avez d'un côté un pays où c'est presque oublié par le média, c'est presque, on n'envoie pas les journalistes. Moi, je suis un témoin, je vous explique. Avant d'aller vers ce conflit, dès que je voulais partir quelque part, je passais un coup de fil aux journaux, à l'Express, Paris Match, à tout le monde. Et je vais partir dans cet endroit. Tous, ils étaient alignés pour me donner la possibilité. Dans cette guerre, personne n'a voulu de me donner une possibilité d'aller. Or, de l'autre côté, côté arménien, il y a eu 80 photographes. Vous voyez ce que je veux dire? 80 journalistes et 80 photographes. Toute la presse français en première, ils ont envoyé leurs journalistes de l'autre côt,e de côté azerbaïdjanais. L'AFP était des deux côtés, l'agence française de presse. Je dis 80, quand je dis 80, AFP, il doit être dans les deux côtés. Mais je parle de grands médias français, personne n'a voulu venir. Moi, j'étais une des rares journalistes. Il y a eu 2 ou 3 autres qui sont venus en Azerbaïdjan, 2 ou 3, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Toute la presse, ils ont mis seulement sur Arménie pour montrer les images qui existent. Regardez mes images. Moi, j'ai utilisé quoi maintenant? Parce que les médias, ils n'ont pas voulu. C'est les réseaux sociaux. Regardez mon Instagram. Ce que je montre dans ce conflit de ce côté azerbaïdjanais, regardez les 80 autres photographes, qu'est-ce qu'ils montrent? Vous allez voir qu'il y a une vraie guerre d'images. Vous enseignez aussi dans une démarche philanthropique l'art de la photographie, l'apprentissage de cet art, de cet artisanat. Et j'avais une question sur le pouvoir de la photographie. Justement, vous disiez que ça peut éveiller les opinions, notamment par l'empathie, mais ça peut aussi parfois les manipuler, les induire en erreur. Est-ce qu'il y a un vertige du photographe face à ce pouvoir de ce qu'il produit? Est-ce que vous l'enseignez? C'est ce que j'explique dans tous mes enseignements, c'est la vérité. Quelle est la vérité que vous voyez? Parce qu'un photographe peut montrer ce qu'il voit. Il peut choisir ce qu'il voit. Et il peut choisir certainement. Mais on ne peut pas lui demander, vous montrez ça, pourquoi vous ne montrez pas l'autre côté? Moi, je suis ici et je montre ce que je vois ici, vous voyez, où j'étais là pour montrer. Certes, c'est un pouvoir extraordinaire et j'ai compris ça à l'âge de 13 ans. Et je ne sais pas comment. C'est à l'âge de 13 ans, j'ai compris le pouvoir de l'image, j'ai compris que l'image va devenir quelque chose de très important. C'était dans les années 60 à Tabriz, en Iran. Votre ville natale. Voilà. Donc, je continue ça parce que je crois à ça et c'est pour ça que je forme des gens sur place. Parce que des victimes qui sont ces gens-là, les femmes en Afghanistan, j'ai formé plus d'1 millier de femmes en Afghanistan pour devenir des journalistes, vous voyez. C'est pas anodin ce que je suis en train de faire, parce que je sais, avec ça, ils peuvent changer l'opinion. Reza, vous restez avec nous. Nous allons poursuivre ce hors-série avec 2 représentants de la presse étrangère à Paris, mais juste avant un retour sur votre pays natal. La Perse est le pays du merveilleux, c'est ce que disait l'écrivain voyageur suisse Nicolas Bouvier. L'Iran, la Perse, donc véhicule pas mal de clichés. Thibault Nolf les déconstruit, regardez. Clichés, grande destination, petites observations. Iran.
Dans l'imaginaire collectif, l'Iran est cette étrange synthèse entre sensuel et cruel. Vieux pays sublime où poussent les roses, les tulipes renversées et les poètes, et ex-empire fatigué, privatisé par les barbus, où la chair martyrisée s'exhibe, la chair désirée se cache. Mais que reste-t-il des autres clichés sur l'Iran? Persépolis. La Perse, devenue Iran en 1935, a surbrillé pendant l'Empire achéménide, une dynastie grandiose qui comptait notamment les rois Cyrus et Darius. Cyrus protège les Juifs et Darius fonde Persépolis, capitale bling-bling dont le Shah d'Iran fêtera démesurément les 2500 ans en 1971 et qu'un ayatollah chafouin est en train de raser à coups de bulldozer car pré-islamique. Persépolis partout, justice nulle part. Khomeini, c'est la griffe Iran 79, une gueule, un turban et un projet, la théocratie à botte. L'homme de la révolution islamique, fomenté dans les Yvelines, applaudi par Foucault et Sartre, était guide suprême, mais son GPS était buggé. Il fonce vers les ennuis, crise des otages américains, purge massive, guerre avec l'Irak, 8 ans de tranchées, 450 000 Iraniens au tapis, et une brouille totale avec la famille Satan, le petit et le grand. Un enfer. Nucléaire. Depuis l'Antiquité, l'Iran a offert au monde la force éolienne, l'alcool ou Golshifteh Farahani. Mais le monde post-11 septembre lui refuse la bombe. En 2002, le dissident iranien Ali Reza Jafarzadeh révèle l'existence de sites nucléaires secrets à Natanz et Arak. C'est la goutte d'eau lourde qui fait déborder le vase. Le spectre d'un Iran vitrificateur induit des sanctions internationales, puis les accords de Vienne que Trump fera valser. Une danse très difficile. Entre cimes du mont Damavand, désert de Dasht-e-Lout et forêt de Gilan, l'Iran étale ses formes, révèle ses charmes, pistaches, citron noir, tapis, science, OGM, transplantation, nanotechnologie. Allah a fait ses devoirs. Merci Thibaut Nolte. Je salue la présence de Richard Verly, correspondant du quotidien suisse Le Temps à Paris. Bonsoir Richard Verly. Et de Neila Latrousse, journaliste franco-algérienne pour Radio France, notamment France Info. Bonjour. Bienvenue. Retour à l'Iran, rapidement, Reza. Vous n'êtes pas rentré dans votre pays natal depuis 40 ans. Rêvez-vous d'y retourner? Pensez-vous pouvoir y retourner un jour ou êtes-vous absolument non grata, à jamais? Je suis persuadé que je vais rentrer bientôt. Alors, pour tout vous dire, bientôt, parce qu'on pense que ce régime est arrivé à une fin impossible de retourner, enfin de rester au pouvoir. C'est impensable et impossible qu'un régime pareil puisse continuer pendant longtemps, surtout dans le monde actuel, d'exister. Et bien justement, on va en parler de l'Iran avec le premier dossier d'actualité que nous évoquons ce soir dans ce hors-série. Anne? Oui, Elisabeth. Le nucléaire. Exactement. Et la crise internationale. Parce que le 4 janvier, Téhéran a annoncé la reprise sur l'un de ses sites nucléaires de l'enrichissement à 20% de l'uranium. Cela constitue une grave violation de l'accord international sur le nucléaire iranien qui avait été signé en 2015 et dont, rappelons-le, Donald Trump était sorti en 2018. Alors, à 16 jours de l'investiture du nouveau président américain, Neila Latrousse, que signifie cette démonstration de l'Iran? Comment faut-il l'interpréter? L'impression, c'est que l'Iran essaye de profiter d'un contexte. Alors effectivement, il y a l'investiture à venir de Joe Biden, son élection. Qui lui a dit qu'il voulait revenir dans un accord. Qui ouvre la voie à une renégociation, mais que pour l'instant, le régime iranien refuse dans les conditions actuelles. Il réclame d'abord la levée des sanctions et ensuite la renégociation du deal. Mais surtout, il y a un contexte régional en fait, et intérieur qui fait que l'Iran a... j'ai presque envie de dire intérêt à jouer cette carte. Le contexte régional, c'est d'abord l'affaiblissement du rival saoudien, qui est obligé finalement de se réconcilier avec le Qatar, en disant même il y a quelques années, ah mais le Qatar c'est des potes de l'Iran, moi je ne peux pas parler avec eux, qui les réintègre, qui est obligé de sabrer aussi dans sa production pétrolière pour essayer de faire remonter les coûts, qui est face à une grave crise, et l'Iran va pas en réalité beaucoup mieux. On a encore les images, il y a à peine un an, ça a l'air d'un siècle maintenant, mais il y a un an, la crise du Covid qui fait un ravage dans le pays, les conservateurs qui remportent les élections législatives et une présidentielle à venir le 18 juin prochain, avec un président iranien qui n'est pas sûr de l'emporter. Donc c'est une diversion de politique intérieure un peu? Il y a un coup à jouer en termes de politique intérieure, en termes de contexte régional, et puis il se trouve qu'effectivement, il y a l'élection américaine qui fait qu'il y a un peu alignement des planètes, donc pourquoi pas tenter cette carte? Richard Verly, même analyse? Je crois, on l'a souvent dit, que les Iraniens sont des négociateurs hors pair.
et ce sont de très grands diplomates. Donc le fait d'avoir poussé ce pion maintenant, à ce moment-là, il est évidemment destiné à deux choses. D'abord, à envoyer un signal à Joe Biden, c'est-à-dire que l'Iran ne se laissera pas faire, donc il faudra venir avec une réelle offre. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut recommencer les négociations de zéro. On ne va pas reprendre l'accord tel qu'il a été laissé en 2018 avec Trump qui en part. Il faut renégocier. Et puis, il y a quand même un aspect qu'on oublie, mais il y a quand même un aspect militaire. C'est un moyen pour l'Iran d'envoyer aussi un signal à la région en disant on est encore suffisamment fort pour se permettre ça. Alors que l'image de ces dernières semaines, c'était de dire l'Iran est affaibli, notamment après la mort de son commandant des gardes révolutionnaires, vous vous souvenez, etc. Donc, il y a une part de vrai levier militaire. C'est l'Iran puissance qui parle en ce moment. Reza, est-ce que les sanctions économiques, vous qui ne pouvez pas retourner chez vous, mais qui avez beaucoup de contacts en Iran, les sanctions économiques étranglent et supplicient le peuple iranien? Plus que les sanctions... Entre autres. Ouais, ce qui est vraiment trouble le peuple iranien et qui l'a mis dans l'état actuel, c'est le régime actuel. Il ne faut pas oublier. Et je suis toujours étonné d'entendre que tout le monde parle de ce régime comme un régime normal. Ils parlent de négociations, ils parlent comme si c'était des partenaires. Il faut accepter que c'est un groupe de mafias sous le nom de religions, les religions, qui ont pris en otage un pays, un peuple, depuis 40 ans. Mais et tout ce qu'ils font, c'est vraiment les méthodes de mafia. Est-ce que ce régime, il est d'un seul bloc ou est-ce qu'il n'y a pas justement des modérés d'un côté et des durs de l'autre avec des tensions entre les deux courants? Pour les Iraniens, il y a une chose que nous, on sait. Il ne faut jamais faire confiance à un mullah. Ça, c'est connu depuis nos enfances. Deux, on entend, il ne faut jamais se faire avoir dans les guerres de deux mullahs. Ça aussi, on nous dit depuis notre enfance. Donc, toutes ces histoires de modérés, de machin, ils ont créé ça justement pour faire à nous, de faire croire à l'Occident, de faire croire aux autres que, attention, il y a des modérés, il y a des intégristes, il faut prendre le parti de l'un contre l'autre. Ça n'existe pas, ils sont tous de mèche ensemble. C'est une mafia religieuse qui a pris la main, qui a pris en otage un pays, un peuple. Pour un final, il ne faut pas parler de ça comme un gouvernement. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un gouvernement. Une question juste, Anela Latrousse. En quoi est-ce que l'Europe peut avoir un rôle à jouer là-dedans ou est-ce qu'on est complètement hors radar? Pour l'instant, ça semble plutôt mal parti d'une certaine façon pour l'Europe, en réclamant effectivement de renégocier le deal. Moi, je note surtout qu'au Liban, à l'instant, vous évoquiez le général iranien frappé il y a un an d'une frappe de drone américain. Il y a une statue qui vient d'être inaugurée au Liban par le Hezbollah à son effigie. Le Liban ou l'Europe essaye actuellement de régler une crise et où l'Iran dit, en fait, c'est notre terrain. Il y a aussi un deal qui est en train d'être négocié avec l'Iran, un accord commercial et militaire avec la Chine. Donc en fait, ça se joue beaucoup plus entre l'Iran et le bout du Pacifique jusqu'aux États-Unis qu'avec nous pour l'instant. Ça, c'est sûr. Vite, sa presse internationale, on se concentre sur les États-Unis puisque les électeurs de l'État de Géorgie se rendaient aux urnes hier pour une double élection absolument décisive, comme l'a rappelé le quotidien Boston Globe, malgré les tentatives pathétiques et scandaleuses de Donald Trump de trouver, entre guillemets, des voix républicaines. Il semble que la victoire des deux candidats démocrates en Géorgie assure à Joe Biden la capacité de gouverner. Donald Trump, dans le même temps, appelait, lui, à manifester aujourd'hui à Washington lors d'un rassemblement pour sauver l'Amérique. Est-ce que Richard Verly, le déni côté Donald Trump, va prendre fin avant le 20 janvier et la passation de pouvoir ? Le déni, je ne crois pas, en tout cas pas dans sa tête. Il va continuer de penser qu'il a gagné cette élection, il va continuer de le dire. Mais en revanche, il n'a plus de recours. Il ne peut plus le porter, ce déni en public. On va voir ce que va donner cette manifestation à Washington. Mais rappelons-nous quand même que la dernière manifestation de ses supporters à Washington n'a pas été le tsunami qu'on attendait. Donc je crois que tout ça est en train de se déliter. Je voudrais juste dire un mot sur la Géorgie, parce qu'il se trouve que j'étais aux États-Unis au moment de la présidentielle. Ce que viennent de faire les démocrates en Géorgie, c'est vraiment impressionnant. C'est remarquable. Personne ne pensait que les deux sièges de sénateurs iraient au Parti démocrate. Ça prouve bien qu'il y a là eu un basculement, que Trump n'est... 7 millions d'électeurs et une mobilisation historique. Absolument, et la capacité à enlever ces deux sièges, si cela est confirmé, c'est très impressionnant. Et la Géorgie n'est pas n'importe quel État, c'était vraiment un État républicain pur et dur. Donc, ça prouve qu'une nouvelle période est en train de s'ouvrir aux États-Unis. Je crois que ça, c'est plutôt positif. Naïla Latrousse, qu'est-ce qui va rester du Trumpisme après Trump, selon vous ?
C'est un peu la grande question. Hein, et moi, je m'interroge un petit peu, vu comme il a soufflé sur les braises quand même tout au long de la période, y compris sanitaire, avec encore des rassemblements où on appelait les gens à se faire des hugs, à répandre le virus. Des rassemblements non masqués. Non masqués. Enfin, il y a quand même une remise en cause de la parole publique, de tout ce qui fait corps intermédiaire, le politique, le média, etc., qui laisse à penser que même Donald Trump parti, le risque, c'est que des fractures béantes mettent des années et des années et des années à se résorber. Vous savez, excusez-moi, moi, par mon travail, je passais beaucoup de temps aux États-Unis. Time Magazine, National Geographic, beaucoup de temps. Donc, je connais ce qui se passe. Le Trumpisme, ça a commencé presque depuis 15-20 ans, comme le Front National ici qui a commencé. Trump, il était le révélateur de cet changement, comment dirais-je, de séparation de ce groupe, de deux groupes américains. Et ça va continuer même, je pense, encore plus loin, parce que l'Amérique est vraiment maintenant deux Amériques différents. Fracturé, vous voulez dire. Trump, il est le révélateur de cette fracture. De cette histoire. La télévision des autres, vous allez le découvrir. Nadia regarde toutes sortes d'émissions de télévision de tout pays. Vraiment. Et celle-ci est éminemment baroque, Nadia. Je vous laisse l'annoncer. Oui, parce qu'à la question qui est la plus grosse, la télévision danoise a la réponse. C'est un certain John Dillermand. C'est le héros d'un programme qui est diffusé sur une chaîne publique danoise, donc, et qui est destiné aux enfants. Vous allez le voir, de 4 à 8 ans, c'est un dessin animé en stop motion, un peu comme dans le film Wallace et Gromit, qui met donc en scène John Dillermand, personnage qui a la particularité d'avoir une grosse moustache, et puis surtout, et là je cite, le plus grand zizi du monde. Et alors John, pendant les 5 minutes que dure chaque épisode, il va se servir de son très gros engin, un engin hors norme, pour faire des tas de trucs. Il va par exemple est bientôt sur le transformer, j'espère que non, le transformer en lance à incendie pour éteindre un feu, en lasso pour dompter un lion. C'est une espèce de mélange entre le marsupilami et l'inspecteur Gadget, mais c'est un poil déconcertant. Regardez. John ville også gerne have en is, men han havde stadig ingen penge. Nå, men så må jeg jo se på dyr i stedet for, sukkede John. Men dealeren havde virkelig lyst til en is. Og pludselig var John kommet til at stjæle en is. Du har stjålet en is med dealeren. Se, dealeren har taget en is, og alle børnene grinede. Vous n'avez pas montré déconcertant. Alors vous avez donc à peu près la même réaction médusée que le public danois, en tout cas le public adulte, parce qu'il paraît que les enfants, eux, ont vraiment aimé ce programme. Ça les fait beaucoup rire. Il y a une espèce d'incompréhension au Danemark que les explications de la chaîne n'a pas dissipé. Ils ont diffusé un message sur Facebook. Je le cite, ce message, avec cette série. On reconnaît la curiosité naissante des jeunes enfants pour le corps et pour les organes génitaux, ainsi que l'embarras et le plaisir du corps. On se trouve au Danemark, quand même, qui est un pays très progressiste, et ben même là-bas, les gens disent qu'ils ne voient pas bien le rapport, en fait, parce que les féministes, les parents, les politiques aussi, évidemment, ont dit qu'ils ne voyaient pas tellement où était la pédagogie là-dedans. Ils estiment qu'un pénis, puisque c'est de ça dont il s'agit, exagérément long et même burlesque, ben, ça n'aide pas les enfants à se construire et même à déconstruire certaines idées. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que c'est un débat qui est assez récurrent en ce qui concerne la télévision, mais aussi la littérature et la littérature enfantine, y compris chez nous en France, puisqu'on se souvient, vous vous souvenez peut-être de la polémique autour du livre Tous à poil, qui était distribué dans les écoles, c'était il y a quelques années, et qui voulait encourager les enfants à accepter la diversité des corps en montrant donc la maîtresse, le jardinier, le voisin à poil. Ça n'avait pas du tout plu à un certain Jean-François Copé. À l'époque, il était hors de lui. En tout cas, c'est intéressant. On en parle beaucoup. Du tout. Non, absolument pas. Mais en tout cas, il y a une ambition de montrer le corps aux enfants, et c'est effectivement très mal perçu là-bas. C'est intéressant quand même, Neila Latrousse, et c'est un débat qui est actuel et peut-être urgent. Non, mais qui est-ce qui doit pourquoi ça tombe sur moi se charger de parler de sexualité, de corps, de genre aux enfants, y compris les plus jeunes? Est-ce que c'est le rôle de la télé? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est plutôt bien fait? Mais moi, je suis très surprise, parce que pour tout vous dire, j'avais regardé un peu des vidéos, mais mon danois étant un peu rouillé, j'avais pas compris en fait que John était un personnage à part entière et que son pénis était aussi un personnage à part entière et qu'il pouvait y avoir des envies contradictoires en plus, là manifestement, voilà, sur la glace, etc. Donc Magnéto, très intéressant de ce point de vue-là et très instructif.
Plaisir d'offrir. Mais c'est de la pédagogie ou ça induit un confusionnisme ou quelque chose, à votre avis? Ou pas du tout, c'est juste totalement farfelu et distrayant et charmant? Alors, je pense qu'il doit y avoir d'abord, dans l'incompréhension qui est la mienne, une distance culturelle avec le Danemark qui fait que sans doute, voilà, la partie humour, pédagogie, etc., je n'aperçois pas très bien dans ces vidéos-là. Mais cela dit, il y a effectivement la vraie question qui est posée derrière. Et vous évoquiez ce livre, mais il y avait aussi une exposition sur le zizi sexuel qui avait, voilà, à la Villette à Paris et puis ailleurs en France. Donc en France, on a en tout cas pour le pays que je connais, il y a ce vrai débat sur effectivement est-ce que des livres doivent être censurés parce que on y voit des gens nus, etc. Moi là-dessus, j'ai plutôt tendance à penser que l'éducation sexuelle se fait par les parents, qui doit déjà de base y avoir un dialogue assez franc et que derrière, tout est déminable. Un dessin animé qui va trop loin, un film, etc. Il n'y a pas d'enjeu particulier. Il y en a un qui doit être très déçu en ce moment quand il regarde ce dessin animé. S'il le regarde, c'est Donald Trump, parce que je crois qu'il pensait, lui, il avait la Je vous laisse totalement la responsabilité et la propriété de cette affirmation. Le deuxième actualité de cette soirée, de ce hors-série, la vaccination internationale avec une sorte de course de vitesse entre les pays, Anne. Tout à fait, Elisabeth. Au dernier pointage de l'Organisation mondiale de la santé, le 4 janvier dernier, la Chine et les États-Unis avaient vacciné chacun plus de 4 millions d'habitants, Israël 1,2 million, l'Allemagne 265 000, l'Italie 118 000 et nous 2500. Bon, soyons honnêtes, d'autres comme la Belgique et les Pays-Bas commencent à peine. Alors, ce tableau des performances vaccinales a suscité diverses opinions, diverses humeurs plutôt dans les opinions publiques. Est-ce qu'il fallait s'attendre à ce que le rythme des vaccinations donne lieu à des enjeux de politique intérieure et d'image à l'international? Moi, je pense qu'il y a deux questions qui sont différentes. La première, c'est la question médiatique, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire que les médias ont fait de cette vaccination et de la vitesse de la vaccination un enjeu majeur, alors que quand même, quand on rencontre des médecins, ils expliquent que de toute manière, l'essentiel, c'est d'atteindre cette immunité collective et qu'elle n'a pas besoin les médias, parce que non, je pense qu'il y a quand même non, là pour le coup, moi je pense que l'impatience, elle est beaucoup alimentée par les médias. Par contre, ce qui me frappe, c'est qu'en France, le plan qui a été adopté, le plan original, était un plan clairement trop compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire cette idée de disséminer les vaccins, notamment dans les maisons de retraite, là, il y a un problème. Le plan n'était pas approprié. Quand on regarde ce qu'a fait l'Allemagne, au fond, l'Allemagne a dit les Allemands vont venir au vaccin, alors qu'en France, on voulait que les vaccins aillent aux Français. Là, il y a eu une erreur. Sur la communication et sur l'urgence, j'avoue que je suis plus sceptique, parce que, encore une fois, quand on parle aux médecins, eux, ils raisonnent à 6 mois, et à 6 mois, on peut penser que la France aura rattrapé son retard. En Suisse, on en est où, juste, petite on est un peu plus rapide, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et dans cette crise, vous savez, même le président actuel de la Confédération a reconnu que la Suisse avait fait des erreurs, donc on est tous sauf un modèle. Mais chez vous, on reconnaît qu'on fait des erreurs. Absolument. Ah, mais ça, c'est une grande différence. C'est une grande qualité. Naïla Latrousse, et l'affichage politique, par exemple, celui du Royaume-Uni à travers les communications matamoresques de Boris Johnson, c'est un enjeu géopolitique aussi? Clairement, enfin, on évoquait la Suisse qui est en retard. Moi, je peux vous dire, par exemple, dans les pays maghrébins, ça n'a pas du tout commencé. Et les pays ont annoncé, pour certains, vouloir se fournir en Russie, en Chine, ailleurs. Et il y a là-dessus un énorme jeu, en fait, de savoir, dis-moi chez qui tu achètes ton vaccin, je te dirai à quel camp tu appartiens. Donc, effectivement, qu'il y a un enjeu peut-être plus géopolitique que politique en la matière. En France, il me semble percevoir que la majorité et qu'un certain nombre de candidats putatifs voient dans la réussite ou non de la vaccination une condition de succès ou non en 2022 à la présidentielle. Donc effectivement, ce n'est pas que de la politique sanitaire et des politiques publiques. Faites-nous écouter le patron de l'OMS. Exactement, qui s'exprimait hier à Genève. J'exhorte tous les gouvernements à travailler ensemble et à honorer leurs engagements en faveur d'une distribution équitable dans le monde, et tous les groupes pharmaceutiques à stimuler l'offre le plus rapidement possible pour participer pleinement au plan mondial de vaccination. Reza, plan mondial de vaccination, on voit déjà que dans les pays riches, c'est pas évident et ça cafouille pas mal. Comment faire pour qu'il y ait une égale répartition et que les pays pauvres puissent se faire vacciner aussi? Et qu'est-ce qui se passe en Iran, surtout? Quels sont Oui, c'est vrai. En Iran, le régime, il a choisi quelque part, d'une part, de ne pas dire aux gens qu'il y avait ça pendant 1 mois et quelques, parce qu'il y avait des élections, parce qu'il y avait des rituels religieux. Ils ne voulaient pas que les gens, à cause de Covid,
ne rentre pas aux urnes ou à les rituels religieux, parce que ça montrait un peu qu'il n'a plus de base. Donc c'était un vrai désastre. Et par rapport Pendant longtemps, ils ont nié. Maintenant, ils disent que, au début, il y a un moment, les gardiens de la Révolution, comme ils se mêlent de tout, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, on a trouvé... un vaccin non, même pas vaccin. Ils ont montré un petit engin avec une antenne en disant, cette antenne, il montre si quelqu'un a corona. Donc c'était vraiment... C'est comme les dispositifs anti-bombes, en fait. Un capteur. C'est exactement, c'est des choses... Donc, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de campagne de vaccination envisagée, il n'y a pas d'argent. Ils disent que nous avons le vaccin nous-mêmes. Or, c'est les mêmes personnes qui ont nié l'existence de corona pendant longtemps, les mêmes personnes qui ont nié qu'ils avaient fait abattre un avion de passagers pendant longtemps. Maintenant, ils disent qu'on va voir si le vaccin est bon. Or, on sait qu'ils ont fait venir le Pfizer à une dose de 200 000 et quelques, seulement pour les ministres et les gens de régime. Donc ça, ils s'occupent d'eux-mêmes quand c'est nécessaire. Mais le peuple... ils s'en foutent complètement. Une dernière question, Richard Verly, sur cette répartition inégalitaire entre les pays riches et les pays pauvres. 4/5 de la population dans le Sud n'aura que la moitié du vaccin disponible, des vaccins disponibles mondiaux. Je crois que ça va de pair avec ce qu'on constate au fil de cette crise de la Covid-19, c'est le creusement des inégalités. On le constate dans les pays développés, on le constate au niveau mondial. Peut-être quand même à corriger par le fait que le virus n'est pas présent, je dirais, sous toutes les latitudes de la même manière. Donc il faut pondérer, par exemple, on pense tous qu'il y aurait une pandémie extraordinaire en Afrique et fort heureusement ce n'est pas intervenu, donc gardons cette nuance-là en tête. L'œil de Reza, chez Duno, merci d'être venu dans 28 minutes, merci à tous les deux. Dans un instant, la réconciliation de l'Arabie Saoudite et du Qatar, on en parlait justement, et la disparition de Jack Ma, le deuxième homme le plus riche de Chine et le fondateur d'Alibaba, l'Amazon chinois, avec messieurs Maudieu et Saltiel. Mais d'abord, vigilance à propos des infox qui pullulent. Voici des intox ce soir, hydroxychloroquine, complot et incendie. Mazette. C'est un incendie qui a allumé pas mal d'intox. Fin décembre, une usine de Taoyuan, au nord de Taïwan, s'embrase, tuant un travailleur et en blessant gravement un autre. Rapidement, de nombreux internautes sont suspicieux, car il s'agirait du deuxième plus gros site de production d'hydroxychloroquine au monde, cet antipaludique dont certains pensent qu'il servirait à traiter la Covid-19. Comme l'hydroxychloroquine est bon marché, certains en déduisent que l'usine aurait été incendiée par les grands laboratoires vendant d'autres médicaments. Le second plus grand fournisseur a mystérieusement explosé, écrit un site relais régulier des théories complotistes. Cela ne peut pas être un hasard, ni un accident, lit-on sur un autre à l'extrême droite du web. Cependant, il semble discutable d'affirmer, comme le fait l'entreprise qui possède l'usine, SCI PharmTech, qu'il s'agit du second plus grand site producteur d'hydroxychloroquine. Ni cette entreprise, ni Taïwan n'apparaissent sur les podiums des sociétés ou des pays produisant le plus cette molécule, que ce soit dans les études de marché ou les articles scientifiques sur le sujet. Mais surtout, rien ne permet de penser que des concurrents coalisés ont mis le feu à l'usine, puisque la vice-présidente de SCI PharmTech elle-même parle bien à Désintox d'un accident. Il y a eu une réaction en chaîne lors de l'essai d'un nouveau produit, ce qui a provoqué l'explosion. Une fuite de solvant a été à l'origine du feu. La responsable de l'entreprise estime même explicitement qu'il n'y a pas de raison de lier cet accident à l'hydroxychloroquine. D'autant que, selon ses déclarations à l'AFP, l'usine ne produisait pas cette molécule lors de l'incendie et ne devait de toute manière pas le faire avant le mois de mars. Comme quoi, s'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de feu sans fumée. Merci, bien vu des Ils sont là, monsieur Saltiel. Oh bah oui, et vous alors? Oh bah quelle belle cravate. N'est-ce pas? Elle fait mal aux Bon, alors on commence avec vous, cher Xavier. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, après 3 ans et demi à peu près de chicanes sérieuses, se sont réconciliés par l'entremise du Koweït et de Donald Trump, évidemment, qui va encore plastronner. Et vous avez envie de nous raconter... Alors, ça commence par pacification de l'espace aérien, et ça vous donne envie de nous raconter le Koweït, l'Arabie Saoudite, les pays arabes et le ciel. Le ciel, voilà. La belle histoire qui nous pousse à regarder là-haut vers le ciel en l'an 813. Alors selon notre calendrier, quand Al-Mamoun devient calife à la place du calife. Comment? Al-Mamoun. Al-Mamoun, oui, et calife à la place de son frère, tout simplement. Et depuis Bagdad, il domine un immense empire qui s'étend de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afghanistan et qui comprend évidemment l'Arabie, berceau de l'islam, là où se trouve la Mecque, la Kaaba, la pierre noire qui, selon la tradition, serait arrivée du ciel. Et bien justement, le ciel intéresse beaucoup le calife Al-Mamoun.
Alors le ciel est plutôt de l'astronomie, une science, mais vraiment qui le fascine. Il fait construire des observatoires, il pousse comme ça les scientifiques, il veut créer une véritable émulation. Mais de quoi disposent les savants arabes de ce moment-là, les astronomes comme connaissance? Bon, déjà, toutes leurs observations, bien sûr. Ils ont aussi l'héritage de l'antique empire perse. Et puis, alors ça c'est beaucoup plus étonnant, ils bénéficient des savoirs qui viennent de l'Inde. Oui, des ouvrages, des traités qui ont été traduits en arabe et qui ont vraiment été les bases de cette réflexion sur l'astronomie. Oui, mais le calife se dit, il y a encore autre chose, j'ai entendu parler d'autres trucs là-bas. Donc, allez me chercher des manuscrits grecs, bien sûr, qui sont ramenés, qui sont traduits dans des véritables écoles. Et notamment, il y a Ptolémée, penseur du IIe siècle, Alexandrie, penseur grec. Et Ptolémée qui véritablement enrichit les savoirs des astronomes arabes. Et ils ont raison, c'est absolument incroyable. Mais comme les Arabes bénéficient de savoirs qui viennent d'autres civilisations, eh bien, ils voient tout de suite les limites de Ptolémée, qui s'approprient le texte et ben non, ils le critiquent, ils l'enrichissent en vérité. Et ce qui fait que très vite, en fait, tous ces savoirs qui venaient d'Inde sont supplantés tout doucement pour des savoirs qui viennent de la Grèce. Et là, il y a un phénomène étonnant, c'est que la pertinence de l'astronomie arabe se diffuse en même temps que se diffuse le monde islamique de plus en plus vers l'Est. Retour en Inde, où cette fois, c'est l'astronomie arabe qui influence l'Inde, et même jusqu'en Chine. Et vous avez le même mouvement de l'autre côté, vers l'Ouest, par l'Andalousie, qui influence véritablement tout l'Occident chrétien, ça jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à Copernic. Copernic qui a sans doute lu les traités arabes. Alors attention, Copernic n'était pas du tout un amateur, même si c'est toujours formidable, les amateurs qui font de l'astronomie. La Société astronomique de France a recruté des astronomes amateurs et leur a indiqué le sens des observations en cours. Madame Langlois est couturière, mais elle vous dira des tas de petites choses charmantes sur Mars. Et quand Madame Colombet, qui est épicière, redescendra de son observatoire, elle pourra, entre un paquet de vermicelles et 1 kilo de sucre, tenir ses clientes au courant de l'été martien. Mars, quand tu nous tiens... Des actualités françaises. De 56, l'épicière, la couturière, on a bien compris, on ne va pas commenter, c'est tout à fait charmant. Comment va Jack Ma? Où est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, le Jeff Bezos chinois? Voilà, c'est toute la question, Elisabeth. Où est-il? Et ça prouve qu'en Chine, on a beau être multimilliardaire et l'un des hommes les plus connus, riches et célèbres du pays, on peut tout simplement disparaître du jour au lendemain. C'est fou. C'est ce qui arrive à Jack Ma. Alors, vous le disiez, il n'est pas très connu ici, mais c'est un peu Jeff Bezos, l'équivalent de Jeff Bezos, puisqu'il a cofondé Alibaba, un géant du e-commerce comparable à Amazon. Alors, pourquoi Xi Jinping en voudrait à Jack Ma? Pour répondre à cette question, eh bien, il faut s'intéresser à la personnalité de cet homme d'affaires qui est plutôt atypique. Alors, c'est un ancien professeur d'anglais qui a toujours été fasciné par la Silicon Valley. Il s'est construit tout seul d'ailleurs et il a fait fortune à la fin des années 90, au début de l'Internet. Il a d'ailleurs été, c'est assez notable, le premier Chinois à être reçu par Donald Trump en 2016. Ce n'est pas rien. Et donc, beaucoup attribuent donc cette éclipse à la main du Parti communiste chinois. C'est évident. Et voilà. Alors, Jack Ma, il est aussi impressionnant car il a un certain goût de la mise en scène assez spectaculaire. Regardez les images d'un anniversaire. C'était l'anniversaire d'Alibaba en 2009. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la BO du Roi Lion devant un stade, un petit stade, plein à craquer, voilà, tout en sobriété. C'était l'anniversaire de 2009. C'est Cruella. En 2017, c'est Cruella, c'est vrai. C'est Cruella aussi. En 2017, eh bien, il s'offre un court-métrage qu'il produit, qu'il finance de 24 minutes avec toutes les plus grandes stars du kung-fu, dont Jet Li, pour montrer à quel point cet homme peut viser juste. Donc vous le voyez, quelle modestie. Voilà, tout en modestie, tranquillement, un certain culte de la personnalité qui agace évidemment dans un pays où il ne peut y avoir qu'un seul maître. Voilà pour la forme. Quant au fond, eh bien, le Parti communiste n'a pas vraiment apprécié les dernières déclarations de l'homme d'affaires qui a critiqué le système financier chinois, qu'il a jugé dépassé et avec une mentalité de prêteur sur gage. Une critique qui a conduit Pékin à annuler même l'entrée en bourse d'une de ses filiale, ANT Group. Pourtant, on annonçait une levée de fonds record de cette filiale de 34 milliards de dollars. Et aujourd'hui, eh bien, Alibaba est même sous le coup d'une enquête antitrust. Il semblerait comme ça que Xi Jinping ait du mal et voudrait mettre un peu au pas ses oligarques, un peu, vous le savez, à la manière de Vladimir Poutine avant lui. Alors, où est
Jack Ma. Et oui, là voilà cette question. Alors pour résoudre ce mystère de Pékin, Elisabeth, il faudra attendre que le fondateur d'Alibaba sorte de sa caverne. Oh non. Excellent. Merci, merci, quand même le elle est faire. très bonne. Mais vous osez tout. Alors, merci mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, une soirée consacrée à Alain Delon, une soirée à la 3e personne. Avec pour commencer la piscine de Jacques Deray, Romy Schneider, Maurice René Delon et Birkin, Marie Vaudage, absolument fascinant, crémé de névrose et de regard lourd de sens, à Saint-Tropez en 68, un film culte. Et on se quitte avec un clin d'œil, non pas à la piscine, mais à Reza, avec Abbas Meprouya, que je prononce comme une patate, un chanteur de charme iranien des années 70. À demain, 20h05. Tchuss.